Il est 8h et ravi de vous retrouver pour cette 5e et dernière convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Un rendez-vous du lundi au vendredi pour juger les faits majeurs de l'actualité sur les médias leaders Truth TV et Watt FM. Vous le savez, nous sommes également accessibles en streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adam Khaled Ouedraogo, président de ce tribunal. Avec moi, les juges au siège, Geoffroy Vaha, Bernard Bougma. Bonjour et bienvenue. Bonjour, président Ouedraogo. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Ce matin, nous allons parler politique avec le congrès du parti au pouvoir, le MPP, le mouvement du peuple pour le progrès qui s'ouvre les 24, 25 et 26 septembre prochains. Un deuxième congrès extraordinaire qui s'annonce dans un contexte marqué par la persistance de la crise sécuritaire et de la pandémie du Covid-19, sans oublier les enjeux politiques en lien avec les prochaines consultations électorales. Et pour en parler, nous avons à la barre ce matin Bruno Dipama, membre du bureau politique national du MPP. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, cher juge. Bonjour. Alors, je l'ai dit, nous allons parler des enjeux de ce congrès-là qui s'annonce, mais avant, nous allons ouvrir la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Et pour cette première partie, nous allons passer la parole au doyen des juges. Juge Vaha. Oui, merci président. Mon avant-propos va concerner les dernières décisions de la CEDEAO concernant le Mali, mais beaucoup plus la Guinée, parce qu'on voit que le ton est plus ferme concernant ceux qui détiennent le pouvoir là-bas. D'abord, l'obligation de faire libérer très rapidement l'ancien président Condé, et puis la transition dont la durée ne devrait pas excéder les 6 mois. Et je pense que elle devrait être menée par Doumbouya et mettre donc un premier ministre, si on peut l'appeler comme ça, civil. Et je pense que dans les 48 heures, on nous dit que le président Gagné devrait y être pour discuter de ces choses-là. Et puis, tous ceux qui mènent cette transition-là aussi, il y a des interdictions qui les concernent sur les questions de voyage, gel de fonds et d'avoir et tout. Donc, c'est une CEDEAO qui est devenue un peu plus ferme sur ce qui s'y est passé. Mais moi, je me dis qu'il ne faut pas se tromper outre mesure. C'est au moins la condamnation de fait qui continue toujours sur la question des coups d'État et des chefs d'État qui ne veulent pas que ça arrive tout le temps. Ce qui est logique et qu'on reste dans le cadre de résolution de ce qui arrive de façon constitutionnelle. Mais très souvent, c'est très difficile de rester dans ce cadre-là lorsqu'on a des entêtements, comme on l'a vu en Guinée avec monsieur Condé. Mais on verra comment la transition va être menée. On sent donc des nouveaux chefs qui continuent de consulter. Je pense que récemment c'était encore avec les miniers, un secteur qui est très important dans ce pays-là pour les questions de développement. Ils ont touché en tout cas toutes les couches de la société, les forces vives et même les acteurs politiques et tout. Il faudrait que ce soit ensemble que les Guinéens trouvent leur solution. Sinon, ça sera vraiment difficile. Ils sont dans une situation qui pour moi est déjà là. C'est-à-dire que Condé c'est fini. Maintenant, il faut penser à une autre Guinée. Il faut penser à construire autre chose et ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Merci, juge Vaha. Juge Bougma. Merci. Mon avant-propos va concerner la politique au niveau de Burkina Faso. Et c'est d'ailleurs le média en ligne, le Faso.net, qui révèle que l'ancien premier ministre Luc Adolphe Thiaw, cadre effectivement du CDP, qui a même été candidat malgré à la dernière députation, donc a démissionné effectivement du CDP. Bon, c'est une annonce que nous avions d'ailleurs faite ici au tribunal de l'actualité au lendemain de la démission de Jérôme Bougma et ses ouailles dans le zone Ouégo en son temps. Et donc, en son temps, je disais qu'il avait déjà fait ses valises, donc, et que la direction du parti d'ailleurs, le président en l'occurrence, était au courant et c'était effectivement une question de temps. Bon, après, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais l'affaire avait été mise sous le boisseau jusqu'à ce que hier soir on entende que finalement il a démissionné. Bon, c'est vrai que ça intervient à quelques jours du congrès du MPP. Est-ce que c'est pour y aller ou pas? Je ne sais pas. Mais Bougma et ses camarades là-bas, au moins c'est clair. Et en même temps, c'est un congrès du MPP qui nous réserve aussi d'autres surprises par rapport à ce qui est en train de se dérouler. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle du congrès du MPP avec notre invité, mais bon, effectivement, l'avant-propos n'a rien à voir parce que même s'il n'était pas, on en parlerait, parce que voilà. Donc,
C'est Luc Adolphe Tiao qui a aussi marqué la vie politique du Burkina depuis les mouvements de gauche jusqu'à sa carrière professionnelle dans le milieu des médias, qui a été au niveau du Conseil supérieur de l'information, devenu Conseil supérieur de la communication, à qui on doit aussi la convention collective des médias qu'il avait commencé mais qu'il n'avait pas achevé parce qu'il a été appelé comme ambassadeur au niveau de la France, qui est revenu comme Premier ministre, comme on appelle ça, au lendemain de la mutinerie. Et puis bon, voilà dans les conditions dans lesquelles monsieur est arrivé. Et puis bon, qui est parti aussi avec l'insurrection populaire et qui avait signé une réquisition qui lui avait valu ce que l'on sait de cette affaire de réquisition spéciale de l'armée par rapport à l'insurrection populaire de 2014. Monsieur est rentré discrètement, il a fait son séjour dans les géoles. Maintenant, bon, il est libre de ce mouvement en attendant peut-être le procès devant la haute cour de justice et tout. Mais bon, c'est quelqu'un qui est libre de ce mouvement, qui a même été candidat et aujourd'hui qui quitte le CDP. Donc, c'est un parcours. Alors, est-ce que c'est une fin de parcours ou bien c'est une réorientation? Parce que la politique, c'est un virus. Dire à un homme politique de prendre sa retraite, ce n'est rien dire. Parce que même quand il quitte l'arène, il continue autrement. Donc, où est-ce qu'il va aller? Toujours est-il que c'est une démission aussi qui marque le CDP, parce que Tiao fait partie aussi de ceux qui étaient proches du président Kongboego en termes de conseil et qui ont plus ou moins travaillé aussi à contribuer à asseoir sa légitimité. Donc, comment est-ce qu'on en arrive là, après des élections? Bon, certainement, on en saura davantage. Merci, messieurs les juges. Merci également à l'équipe de réalisation de cette émission, le Tribunal de l'actualité. Bruno Dipama, membre du bureau politique national du MPP, est notre convoqué du jour. Une fois de plus, merci d'avoir répondu à notre convocation. Avec vous, nous allons parler des enjeux du prochain congrès de votre parti, le Mouvement du Peuple pour le Progrès. Vous avez entendu, en tout cas, juge Bougma, c'est un avant-propos qui se termine par des interrogations. Comment vous accueillez cette nouvelle? Mais est-ce qu'il a annoncé Luc Adolphe Tiao au sein de votre parti? C'est de la bouche du juge Bougma que j'apprends sa démission. D'accord. Donc je pense que pour le reste, on verra les choses venir. Du reste, pour tout militant d'un parti politique, il est libre de démissionner à un moment donné de la vie du parti. Et donc pour ce qui arrive à l'ancien Premier ministre, M. Luc Adolphe Tiao, et je pense que c'est un fait normal dans la vie politique des hommes et des femmes. D'accord. Alors, je rappelle que vous êtes juriste gestionnaire de formation, ancien directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, Feu Salifou Diallo. Pour beaucoup, sur le plan politique, vous êtes un pur produit de l'homme. Qu'est-ce que vous avez à dire justement sur ce monsieur-là qui vous a forgé politiquement selon ce qu'on a entendu? Déjà, le docteur Salifou Diallo, c'est comme un père pour nous autres. Et comme j'aime à le répéter, c'est comme un détecteur de talent. Et comme moi, il y a beaucoup de jeunes qu'il a dénichés et dont il a mis le pied à l'étrier politique. Et c'est vrai que dans notre façon d'agir, dans notre façon, dans notre vision, dans notre conception des choses, on retrouve en tout cas ces empreintes. Mais je dois juste souligner que j'ai été son directeur de cabinet, mais j'ai également été directeur de cabinet de El Hadj Sakandé Alassane Bala, actuel président de l'Assemblée nationale. D'accord. Alors nous sommes dans les questions de généralité, messieurs les juges. Juge Bougma, juge Var. Question de généralité en ce qui concerne Monsieur Dipama. Non, pas de question générale. D'accord. Alors, je l'ai dit en début d'émission, le parti, le MPP, prépare son deuxième congrès extraordinaire les 24, 25 et 26 septembre prochain. Ça sera certainement une occasion pour dresser le bilan et aussi avoir un regard prospectif sur les enjeux politiques à venir. Déjà, en termes de bilan, comment aujourd'hui vous analysez la gestion du pouvoir par votre parti, le MPP? Déjà, en termes de bilan, il faut saluer le succès du parti lors des élections couplées présidentielles et législatives du 22 novembre 2020, ce qui nous a permis une fois de plus de conquérir le pouvoir d'État. Notre candidat à la présidentielle a été élu dès le premier tour et en plus de ça, nous avons amélioré notre score en ce qui concerne les élections législatives, puisque de 55, nous sommes maintenant passés à 56 sièges occupés au niveau de l'hémicycle. Alors ça, c'est le premier bilan. Et le deuxième bilan, c'est du fait que, il vous souviendra qu'en mars 2020, a eu lieu une session ordinaire
un congrès ordinaire. Mais à ce congrès ordinaire, il s'agissait juste de réajustement. Et le congrès ordinaire avait donné mandat à la direction de continuer de tenir un congrès extraordinaire à l'effet de mettre en place une nouvelle direction. Et c'est ce qui sera fait au cours des 24, 25 et 26 septembre à venir. D'accord. À l'effet de mettre une nouvelle direction, autant dire que Simon Compaoré s'en va. La mise en place d'une nouvelle direction obéit aux textes et règlements en vigueur en ce qui concerne la vie des organisations et mouvements politiques. Et normalement, chaque 3 ans, on doit tenir un congrès à l'effet de renouveler la direction politique. Le renouvellement ne veut pas dire un changement. Ce n'est pas des pièces qu'il faut forcément enlever, mais c'est juste une réorganisation interne. Donc pour ce congrès-ci, on va assister à la mise en place d'une nouvelle direction qui va conduire les destinées du parti pour les 3 prochaines années. Alors, quand on prend le parti actuellement, on a un secrétaire général, on a un secrétaire exécutif national. Alors, ça fait l'effet doublon. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à avoir cela dans un parti? Parce que, apparemment, ça dérange même dans vos rangs. Oui, mais ça, c'est pas la structuration du MPP. Le MPP n'a pas de secrétaire général. C'est plutôt un secrétaire exécutif. Et comme vous le savez, le parti est structuré, organisé de la sorte. Il y a les instances que sont le Congrès, il y a les sessions du Bureau exécutif national, les sessions du Bureau politique national, et pour la gestion quotidienne, il y a une administration qui est là. Mais pour traiter les dossiers au quotidien, aux côtés du président du parti, il y a le secrétaire exécutif en la personne du camarade Lassane Sawadgo actuellement. Donc, président, secrétaire exécutif national, quelle est la limite entre les deux? Oui, mais la limite est très simple. C'est-à-dire, pour ce qui est du président, il n'est pas seul, il y a le président et il y a les vice-présidents qui se réunissent au besoin en comité permanent. Et le comité permanent est composé du président, des vice-présidents ainsi que du secrétaire exécutif. Et pour ce qui est du fonctionnement au quotidien, ça, comme je l'ai dit, il y a l'administration qui est là, mais il y a le secrétaire exécutif. Lui, il est plutôt à un niveau opérationnel, tandis que le président et le vice-président, c'est plutôt à un niveau stratégique. Alors, maintenant, fondamentalement, qu'est-ce qui va changer? Parce que vous dites que c'est une réorganisation. Qu'est-ce qui va changer fondamentalement? Même dans la vie d'un homme, après une marche d'un certain temps, il faut s'arrêter, faire une introspection et voir dans quelle mesure on peut améliorer sa marche. Il en est de même pour un parti politique, surtout un méga parti comme le Mouvement du Peuple pour le Progrès, qui, comme vous-même vous l'avez si bien dit, nous venons de sortir d'élections victorieuses en 2020 et vous savez également que sont annoncées les élections de proximité, les élections locales en 2022. Donc il s'agit pour le parti de mieux se réorganiser. C'est vrai que nous avons eu des succès, mais nous pouvons mieux faire, tant sur le plan de l'organisation interne du parti, tant que sur le plan de l'administration du parti, que sur le plan de comment nous allons affiner nos stratégies pour être encore plus concurrents pour les élections locales de 2022. Oui, concrètement, mais qu'est-ce qui va changer? Parce que ce que vous avez dit, c'est en théorie. Qu'est-ce qui va changer dans l'ossature, dans l'organigramme? Est-ce que vous allez diminuer le nombre des membres du bureau exécutif national ou est-ce que vous allez les augmenter? Le BPN sera augmenté ou diminué? Voici des questions beaucoup plus concrètes. Concrètement, qu'est-ce qui va changer? Alors, il est proposé une réorganisation qui doit être adopté par le Congrès. C'est le Congrès qui est souverain et nous n'allons pas tenir le Congrès ici au tribunal de l'actualité avant même... Vous êtes là pour parler du Congrès. Oui, mais je ne fais que parler du Congrès. Président, si c'est la langue de vous voyez, je ne vois pas. Il faut être concret. Voilà, vous êtes là, c'est au tribunal de l'actualité. On n'a pas dit de faire le Congrès. On demande à savoir qu'est-ce qui va changer dans votre structuration. De toute façon, je pense que ce qui va se décider lors du Congrès vous a déjà été donné lors des sessions du BPN. Et à chaque fois, nous avons toujours donné des interviews où on vous a décrit la marche vers le Congrès et ce qui va se passer concrètement au niveau du Congrès. Ce qui va se passer au niveau du Congrès, comme je l'ai dit, c'est la mise en place d'une nouvelle direction pour respecter les textes et règlements en vigueur en ce qui concerne la vie
des organisations et des partis politiques. Et pour ce qui est de la réorganisation interne, comme je l'ai dit, ce sont les congressistes qui sont convoqués pendant ces 3 jours qui vont décider de quelle va être la structuration. Des choses peuvent être proposées mais rejetées par les congressistes. C'est pour ça que j'ai dit on ne va pas tenir le congrès ici au tribunal de l'actualité avant les 24, 25 et 26 septembre prochains. Dernière question pour terminer dans cette série. Qu'est-ce qui est proposé mais qui peut être rejeté aussi? Parce qu'il y a des propositions que effectivement la direction fait arriver au congrès, les congressistes décident autrement. Qu'est-ce que vous avez décidé de Alors, déjà, on a proposé de revoir le nombre de membres du bureau politique. Ça, c'est le congrès qui est souverain pour statuer là-dessus. On a également proposé la création d'organes comme un comité d'éthique, comme également la mise en place d'un haut conseil d'orientation. Mais tout ça, ça doit être validé par le Congrès. Et donc le Congrès est souverain pour décider de quelle va être l'ossature du parti, quelle va être son architecture, son organisation pour les 3 prochaines années. D'accord. Juge Va. On a vu que rien que ce mois de septembre-là, il y a eu plein de, comment on appelle ça, le terme qui avait été employé, c'est dissolution-fusion. C'est-à-dire, vous prenez le cas de l'UPR, vous prenez le cas de l'AJ et autres, qui viennent se fondre au MPP. Tout à l'heure, Bernard donnait des noms, c'est-à-dire qui posent les valises de façon personnelle. Aujourd'hui, comment est-ce que c'est apprécié? C'est très bien apprécié, puisque un parti qui vit s'agrandit et que nous accueillons individuellement ou collectivement des militants venus d'autres partis ou de nouveaux militants, je pense que ça c'est une bonne chose et cela témoigne de la notoriété du parti et surtout que l'idéal idéologique et politique du parti en tout cas arrive à capter l'attention d'un certain nombre de personnes. Et voilà pourquoi les gens peuvent décider de quitter un parti pour rejoindre le mouvement du peuple pour le progrès. On a vu juste après les élections l'obligation des partis de se positionner soit dans l'opposition de venir vous rejoindre. On a vu la ruée vers, et ça c'était rare, la ruée vers la majorité. On le commentait quelquefois avec un sourire au coin. Aujourd'hui on a presque passé l'autre étape, c'est presque phagocyté. C'est-à-dire que le MPP est en train de phagocyter les autres. Il y a une dynamique en bas. Bien c'est sentant que bon, à un moment donné ils ne peuvent plus rien sans et ils viennent. Notre candidat à l'élection présidentielle de novembre 2020 a proposé un programme qui, par l'onction populaire, est devenu le programme de tout un peuple. Et vous savez que bon nombre de partis ont cru à ce programme-là, déjà en le soutenant pendant la campagne, mais après son élection, bon nombre également ont jugé nécessaire de l'accompagner dans la mise en œuvre de ce programme-là. C'est pourquoi nous avons assisté à l'arrivée dans les rangs de la majorité présidentielle d'un certain nombre de partis. Et pour ce qui est du MPP, je pense que c'est même très important parce que les débats contradictoires à l'interne nourrissent la réflexion et c'est la réflexion qui aide à une prise de décision objective. Qu'il y ait une diversité de militants, c'est une richesse pour le parti et le parti en tout cas gagne du fait que nous avons accueilli des militants d'un certain rang et nous avons également accueilli des militants qui font leur premier pas en politique. Vous voyez que c'est cette diversité-là qui fait vraiment du MPP un méga parti, un parti fort. D'accord, on ne va pas refaire l'histoire de votre parti, mais on sait qu'il a été créé en 2014. Juste après les prochaines élections qui ont suivi, vous êtes arrivé aux affaires. Pour beaucoup, on s'attendait à ce qu'il y ait une rupture, mais quand on regarde aujourd'hui la composition de votre parti et même l'arrivée du 109, si on peut l'appeler comme ça, beaucoup estiment que le MPP aujourd'hui veut faire du neuf avec du vieux. Est-ce que c'est aussi votre lecture? Parce que ceux que vous avez chassés hier se retrouvent aujourd'hui dans votre parti, en tout cas certains. Vous savez, comme je l'ai dit, dans la marche d'un homme, à un moment donné, il fait des introspections. On peut se tromper. Et si on se trompe, humblement,
on revient, on reconnaît ses torts et on change de comportement. C'est ce qui peut expliquer le fait que certains qui étaient de l'autre côté, comme vous le dites, aujourd'hui ont reconnu qu'ils ont tort et veulent maintenant se racheter. Comment? Déjà en faisant patte blanche, en venant au MPP, pour dire qu'ils croient à l'idéal politique prôné par ce parti. Ils croient également au programme de son candidat qui occupe le siège de président du FASO. Et c'est pour ça qu'ils viennent pour aider, pour accompagner. D'accord. Alors, pour beaucoup aussi, le congrès qui s'annonce est le congrès de tous les dangers, parce que c'est le congrès qui doit statuer sur les sanctions qui ont été prononcées par certains candidats. On parle d'une centaine. Est-ce que également c'est votre avis? Si c'est pas bien géré, ça ne peut pas créer, je dirais, une crise au sein de votre parti. Mais c'est le deuxième congrès extraordinaire à venir, c'est le congrès de la maturité. Et vous aurez l'occasion de le constater. Contrairement à ce que les gens croient, tout va très bien se passer parce que le MPP est un grand parti. Et comme je l'ai dit, et c'est un parti qui marche sur la base de règles éditées par ces statuts, ces textes fondamentaux que sont les statuts et le règlement intérieur. Vous parlez des sanctions, et même ça, c'est dit dans nos textes fondamentaux. Tous les comportements anti-parti doivent être sanctionnés à des degrés divers, et ces degrés même déjà sont énoncés dans les textes fondamentaux du parti. Donc c'est les congressistes qui doivent, en dernier ressort, statuer là-dessus, et nous ne pensons pas qu'il y aura une remise en cause. D'accord. Mais ça va être une liste qui sera peut-être actualisée, parce qu'il y en a qui avaient démissionné ou qui avaient battu campagne pour d'autres partis, et puis qui ont été mis sur la liste des personnes à sanctionner. Mais nous voyons aussi qu'il y a ce retour-là de certains qui étaient partis et qui sont revenus également au niveau du MPP. Mais c'est ce que j'ai dit, juge Bougouma. Vous pouvez démissionner d'un parti et au bout d'un mois, écrire pour demander votre réintégration. Ça se fait. Voilà, si vous faites votre mea culpa, si le parti juge que il peut à nouveau vous accueillir, je ne vois pas de problème. Et pour ce qui est du MPP, vous dites qu'il y a des gens qui étaient partis, qui sont revenus. Comme je l'ai dit, il y a une procédure à suivre pour réintégrer le parti. Et il y a également des instances habilitées à examiner, en tout cas, ces demandes de réintégration. Donc, au niveau de MPP, il n'y a même pas de souci en ce qui concerne, en tout cas, cette question-là. Alors, aujourd'hui, quelles sont vos relations avec le RPI? Le RPI, c'est un parti qui fait partie de la flore de partis politiques au niveau du Burkina. On m'a dit qu'ils sont de la majorité. Bon, moi, je n'ai pas connaissance d'un acte au niveau du parti qui les intègre au niveau de la majorité. Alors, et pour le reste, sur un plan humain, individuel, nous sommes en bon terme avec tous les militants de tous les partis au Burkina Faso. Alors, mais pourtant, quand le même RPI avait déclaré soutenir votre candidat, vous avez rejeté l'offre. Mais vous savez, il faut comprendre que c'est pas tout le monde comprend à un moment donné. Il faut juger les gens avant de les mettre dans votre affaire. Et c'est pourquoi nous sommes allés aux élections couplées présidentielles législatives avec des partis qui soutenaient notre candidat à l'élection présidentielle, mais qui présentaient aussi des listes aux législatives. Et le RPI a présenté des listes aux législatives. Il disait qu'il soutenait notre candidat, mais après les élections, les résultats des élections couplées présidentielles législatives, il y a également une majorité qui s'est formée, comme vous-même vous l'avez souligné. Alors, je pose la question parce qu'on a vu lors de vos rencontres du Bureau politique national où la vidéo de El Aïtab Soba a fait le tour des réseaux sociaux qui dénonçait l'inféodation du MPP par le RPI, qui dit que même devant le présidium, il y a des cadres du RPI. C'est pourquoi je pose la question si toutes ces questions maintenant sont réglées, parce qu'à un moment donné, ça a commencé même à empoisonner plus ou moins la République, parce que c'est comme si il y avait une infiltration qui vous dérangeait à un certain niveau, que certains étaient obligés de montrer patte blanche même lors des rencontres du parti. J'ai vu la vidéo comme tout le monde, mais je pense que les militants du MPP, jusqu'à preuve du contraire, détiennent les cartes du parti.
Et donc, je ne peux pas juger qu'un militant du MPP soit en même temps militant d'un autre parti. D'accord. Pour beaucoup, c'est une guerre de leadership qui est en train de se mener actuellement au MPP, notamment avec la perspective de 2025. Pour d'autres, il faut se positionner parce qu'on le sait, normalement et théoriquement, le président du Faso va vers son dernier mandat. Est-ce que c'est votre lecture? Guerre de positionnement, je ne l'aperçois pas de l'intérieur. Et comme je vous ai dit, le MPP, c'est un parti bien organisé, bien structuré, qui fonctionne normalement. Et du reste, il n'y a pas de lien théorique entre la présidence du parti et être candidat à l'élection présidentielle. Non, mais quand vous dites ça, on sait que le président actuel, il est à son deuxième mandat. C'est clair que si la machine qu'est le MPP, qui est huilée et qui aujourd'hui, quoi qu'on dise, fait peur, si elle doit aller à des élections, la désignation en interne, en tout cas un poulain, c'est pas à 6 mois qu'on le prépare. Je veux dire que c'est maintenant que les choses se font. Et je suis convaincu qu'à l'intérieur du parti, beaucoup ont les dents longues. Il y a une guerre de positionnement. Quand vous dites, là, c'est comme occulter la réalité même de ce qu'est de ce qu'est la politique elle-même. Oui, mais la politique se nourrit des ambitions et des appétits des uns et des autres, ça c'est normal. Mais au niveau du MPP, cette question n'est pas encore d'actualité. L'actualité au niveau du MPP, c'est de voir comment nous allons accompagner la mise en œuvre du programme présidentiel. Et nous serons jugés au résultat. Et vous savez, c'est le parti qui doit être fort par les individus. Et s'il en est ainsi, le parti sera jugé à l'aune des élections à venir en 2025 sur la base des résultats qu'il aura engrangés. Pour ceux et je répète, le candidat à l'élection présidentielle ne doit pas forcément être le président du parti. Le parti se choisit un candidat qu'il juge qu'il peut porter haut les couleurs du parti à l'élection présidentielle de 2025. Et du reste, comme vous le dites, c'est vrai que quand on fait une projection, on peut se dire que 2025 c'est déjà arrivé, mais en même temps, au cours d'une année, il y a énormément de choses qui peuvent se passer. En témoignent les événements que nous suivons à travers le monde. Donc, pour ce faire, je pense qu'au moment opportun, quand la question sera à l'ordre du jour, le parti va se réunir et le parti se désignera un candidat capable de remporter l'élection présidentielle en 2025. Je sais que vous utilisez tout le langage pour contenir un peu ce que cela pourrait avoir comme grand défi. Pour certains partis, ça a été la cause d'implosion. Je ne vais pas citer même quelques exemples pas loin de chez nous où les attellages ont été faits et puis c'est la question du choix tardif ou du choix hésitant ou de ceci ou cela qui a fait qu'il y a eu des départs, et puis après certains sont regardés en chaîne faïence. Aujourd'hui, on ne peut pas me dire qu'au MPP, ce n'est pas une question, peut-être qu'une question, on a décidé de ne pas en parler parce que là ça va fâcher, mais à la réalité l'enjeu il est fort. Mais vous savez, il y a des enjeux immédiats. Déjà, il y a le congrès que nous allons tenir la semaine prochaine, mais il y a également la perspective des élections locales de 2022. Ça, c'est vraiment ce qui est immédiat. Et à l'issue des élections locales de 2022, vous savez, il y aura une reconfiguration au niveau local. Et vous savez que la base du pouvoir, c'est le local. Tant que vous n'avez pas le maximum de mairies, d'arrondissements et de conseils régionaux à gérer, vous ne pouvez pas dire que vous êtes bien ancré. Et je pense que pour le MPP, l'enjeu, après le congrès, c'est la préparation des élections de proximité, les élections locales. Pour la question des élections de 2025, je pense qu'on a tout le temps de revenir sur ça. Juge Bougma. Alors, vous dites que vous avez le temps pour revenir sur ça, mais est-ce que ce congrès sera l'occasion pour vous de dresser au moins le portrait robot de celui qui pourrait être votre candidat en 2025 ? Vous savez,
vous allez suivre ce qui va se passer lors des travaux. Déjà, nous avons besoin d'un avant-goût. Ouais, mais écoutez, je vous ai dit qu'on ne fera pas le congrès ici avant le congrès. L'avant-goût n'est pas le congrès. Déjà, pour ce qui est des candidats du parti aux élections locales, je pense que le congrès va donner des indications par rapport à la mise en place de critères pour déjà désigner les candidats. Il en sera de même pour le candidat à la présidentielle, tout comme s'il y a un candidat naturel qui se dégage, consensuellement, le parti investira en tout cas ce candidat. Et maintenant, la présidence. La présidence du parti. Le président actuel reste où il s'en va? Ben, on saura ça au soir du 26 septembre. Qui sont les potentiels, les probables autres candidats qui veulent être président du parti? Ben, vous savez, qui sont... Quand vous prenez le MPP dans sa structuration, comme je vous ai dit, il y a des vice-présidents et il y a également beaucoup d'autres camarades qualifiés. Et si le Congrès, si les congressistes jugent que tel camarade est qualifié pour prendre les rênes du parti pour les 3 prochaines années, unanimement, tous les militants vont s'allier derrière le choix du Congrès. Mais parce que beaucoup se posent la question d'ailleurs de la nécessité de tenir ce Congrès. Pour d'autres, le vieux veut partir. Il y a d'autres qui disent il veut partir mais on ne veut pas qu'il parte. Vous voulez qu'il parte ou vous voulez qu'il reste? Mais moi, je m'aligne sur ce que le Congrès va décider. Vous-même voulez être quoi dans le parti? Président, vice-président, je ne sais pas. Moi, dans ma vie, j'ai toujours laissé Dieu décider pour moi. Non. Et c'est lui qui sait ce qui est bien pour moi. Pourtant, vous avez dit qu'un parti politique se nourrit des ambitions et des, comment on appelle ça, de ses militants. C'est-à-dire que vous aussi, vous avez votre propre ambition dans le parti. Moi, je suis allé à l'école des valeurs et des principes. Ce qui fait que moi, ce n'est pas une ambition qui me guide. Vous savez, quand le président du FASO était président du parti, j'ai travaillé à ses côtés. Quand le docteur Salifou Diallo était président du parti, j'ai travaillé à ses côtés. Simon Comporé, président du parti, je travaille à ses côtés. Quel que soit le président. Vous avez été directeur de cabinet du directeur national de campagne. Voilà. Donc, vous avez effectivement travaillé aux côtés du président Simon Compaoré, mais en même temps, quand on travaille aux côtés de ces messieurs, ça aiguise de l'appétit, ça donne des ambitions. Je pense que c'est mal comprendre les choses. Pour ma part, aux côtés de ces messieurs, j'apprends beaucoup. Et ça me rend fort pour affronter les défis de ma vie personnelle et de ma vie professionnelle. D'accord, on avait rappelé un peu le contexte dans lequel se tiendra ce congrès-là. On parle du contexte sanitaire, on parle de la question sécuritaire. Et revenant justement sur la question sécuritaire-là, aujourd'hui c'est au cœur de tous les débats. Pour beaucoup, il y a du tâtonnement dans la stratégie, dans la façon de mener la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, quelle est la lecture du MPP par rapport à cette question-là? Ben déjà, le MPP a fait pas mal de propositions. Et vous savez, quand on analyse objectivement et froidement ce qui est fait, vous verrez qu'il y a de gros efforts qui sont faits. De 2007 à maintenant, on est à des centaines de milliards investis pour le renforcement des capacités opérationnelles de forces de défense et de sécurité. Il y a également un certain nombre de réformes, que ce soit sur le plan judiciaire ou sur d'autres plans, qui permettent de faire face à l'invasion de l'île terroriste. Mais le fait terroriste, c'est pas le Burkina Faso, je l'ai répété plusieurs fois sur des plateaux télé, qui peut faire face à l'invasion terroriste. C'est quand tous les pays, pas à l'échelle de G5, mais je dirais même à l'échelle de la CEDEAO, vont se mettre ensemble, comprendre que si le Burkina Faso tombe, des pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Togo, comme le Bénin ne seront plus en sécurité. C'est en ce moment qu'on pourra repousser l'invasion terroriste. Sinon, aujourd'hui, même si au Burkina Faso, on tuait tous les terroristes qui sont sur le territoire, ils viendraient d'autres pays. C'est ce qu'il faut comprendre. Et en cela, je pense que à un niveau plus stratégique, on en est conscient et on est en train de prendre les décisions qu'il faut. Du reste, pour vaincre le terrorisme, il faut que l'engagement citoyen de chaque Burkinabé soit effectif. Okay. Parce que nous sommes en guerre et quand les terroristes arrivent, c'est sans distinction de parti politique, c'est sans distinction d'ethnie, de race, de religion qu'ils massacrent les populations qui sont les cibles molles. Alors, oui, mais ce que vous dites
c'est vrai, mais c'est vous qui êtes au pouvoir. La stratégie, la réponse, c'est vous qui la pensez, c'est vous qui la proposez, c'est vous qui la mettez en branle. On a l'impression aussi que très souvent, on a un parti aussi qui est, comment dire ça, qui est très, le vrai terme c'est, ça va me revenir, mais qui est très mal à l'aise lorsqu'il s'agit justement de critiques sur ce chapitre-là. Vous dites que ce n'est pas un facteur exogène, le terrorisme. C'est devenu endogène aussi. Il y a ce qui le nourrit. Il y a la réalité dans certaines contrées qui fait le lit du recrutement. Il y a ça aussi qui fait qu'il y a des critiques qui fusent un peu de toutes parts, mais on a l'impression que lorsque ces critiques-là arrivent, vous le prenez très mal. Et pourtant, il y en a des piques qui sont nombreuses, celles souvent soit du président du parti ou d'autres membres, quelquefois qui taxent les autres carrément d'être des terroristes, parce que juste ils ont donné une opinion. Du reste, vous savez, comme je l'ai dit au niveau du gouvernement, c'est vrai que je n'ai pas tous les éléments, mais pour ce que je sais, il y a la loi de programmation militaire qui existe déjà, il y a la mise en place des VDP, et il y a également la mise en place des forces spéciales. Il y a un certain nombre de mesures qui sont prises. Les résultats peut-être que ne sont pas immédiatement visibles, perceptibles, tangibles, mais je pense que avec le temps, vous allez voir que nous allons monter en puissance et nous serons vainqueurs. Vous savez, je suis à la tête d'une structure qui s'occupe du développement des collectivités territoriales. Donc la question du péril sécuritaire, je suis bien placé pour en parler. Et quand vous parlez de réponse, la réponse n'est pas simplement militaire. Vous parlez de facteurs endogènes. Et les facteurs endogènes, c'est ce que nous tentons d'éradiquer avec les collectivités territoriales, que ce soit les maires, que ce soit les présidents de conseils régionaux. Nous sommes en train de penser des projets qui vont déjà permettre aux populations, notamment dans sa frange jeune, d'avoir une occupation, d'avoir un pouvoir d'achat et d'être moins perméable au message des terroristes. D'accord. Alors, au diagnostic, certains aussi estiment que si la lutte contre le terrorisme piétine au Burkina Faso, c'est parce qu'il y a eu une trop grande politisation de la question. On estime que c'est l'ancien pouvoir qui est aux manettes et tout cela. Quelle lecture vous faites de ça? Pour ma part, je suis objectif. Comme je vous ai dit, il y a des réponses qui sont proposées par le gouvernement. Que des gens se réjouissent du malheur de la nation. Ça, on est fondé de se poser des questions. C'est peut-être ce qui amène les interprétations. Parce que quand la nation est dans le malheur, chaque fille et chaque fils devrait être mobilisé au lieu de passer le temps à faire des critiques. Qui s'en réjouit? Mais vous avez entendu des gens dire, bon, écoutez, le pouvoir est incapable et quand ça sera nous aurons la solution. Quand on a la solution... C'est pas se réjouir. C'est pas se réjouir du malheur. C'est de dire que nous avons proposé une solution, vous ne l'avez pas choisie, mais la réalité c'est cela. Oui, mais quand on a des solutions à proposer, on les fait part à qui de droit, et si c'est accepté, rien ne prouve que les solutions proposées sont les solutions idoines, sont la potion, la formule magique pour éradiquer l'idée terroriste. Et du reste, vous savez, la politique souvent aveugle certaines personnes. Et pour certaines personnes également, certaines occasions sont à saisir pour nourrir ses ambitions politiques, comme je l'ai dit. Mais ça, c'est indécent. Et ce que je veux juste demander à chaque Burkinabé, c'est de s'unir derrière le président du Faso, derrière le gouvernement, pour que nous puissions vaincre le terrorisme. Et pour le reste, nous aurons l'occasion de nous affronter sur le terrain politique et ce sera le plus fort qui va l'emporter. Moi, je parlais de perception. Je pense que ce que vous disiez tout à l'heure aussi est symptomatique de ce que je dépeignais. J'ai dit, comment est-ce qu'on peut dire que certains Burkinabés s'en délectent ou bien se retrouvent ragaillardis par ça? Vous le dites, et en même temps vous dites c'est parce qu'ils disent que la solution qui est là n'est pas bonne, on a la solution. Est-ce que dire qu'on a la solution, c'est être content de ce qui est en train d'arriver? Oui, mais est-ce que c'est pas parce que vous êtes susceptible à la fin? Non, nullement.
Bien au contraire. Et comme je vous ai dit, vous savez que le pouvoir MPP est le plus ouvert possible à toutes les propositions qui puissent permettre de trouver une solution. Et de par la façon même de gérer le pouvoir d'État, vous le constatez. Et nous ne sommes pas fermés. Et s'il y en a qui pensent qu'ils ont la solution, et nous sommes prêts à les accepter. D'accord. La question sécuritaire a eu également raison du dialogue politique, puisque c'est l'argument qui a été avancé par, en tout cas, l'opposition aujourd'hui pour ne pas prendre part. Comment vous observez tout cela? Est-ce que ce sont, je dirais, des plaintes ou des raisons objectives, ou bien c'est du chantage comme disent certains? Oui, mais de toute façon, le dialogue politique va reprendre très bientôt. Mais on n'a pas de date. Ouais, mais il y a aussi des préalables qui sont donnés de l'autre côté par l'opposition. Bon, je pense que et la majorité et l'opposition, ils vont se concerter pour se retrouver autour du chef de l'État. Ce qui est important, c'est que ce cadre de concertation existe et que ce cadre de concertation permette en tout cas l'expression de la pluralité d'opinions. Et ça, c'est très important. Et c'est de cette façon que nous pourrons construire notre nation, que nous pourrons bâtir le Burkina Faso de nos ambitions. Mais l'opposition a besoin de gages avant de revenir sur la table de négociation. Quand l'opposition parle de gages, parmi les gages demandés, c'est du résultat terrain en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme et l'insécurité. Vous savez, comme je l'ai dit, je me répète, il y a des actions qui sont menées, il y a des initiatives qui sont prises, il y a également des réformes qui sont en cours. Et les résultats ne peuvent pas être perceptibles du jour au lendemain, mais vous verrez cela progressivement. Et pour ce qui est des préalables de l'opposition, comme je l'ai dit, il y aura une concertation entre l'opposition et la majorité. Et croyez-moi, ils vont s'entendre pour se retrouver autour du chef de l'État et nous allons trouver les moyens de faire avancer notre pays. Alors, le chef de l'État avait annoncé d'ailleurs, comme on appelle ça, des mesures fortes. Donc, et à l'arrivée, c'est 2 ministres qui ont été remplacés. Et puis, bon, à quand est-ce que, effectivement, c'est, comme on appelle ça, ces décisions importantes annoncées à grand renfort de presse? Oui, mais quand on annonce des décisions, des mesures fortes, il faut laisser le temps au temps. C'est des choses qui sont en train de se préparer. Déjà, il y a eu la création des forces spéciales, ça vous ne l'avez pas mentionné. C'est une mesure forte. La création des forces spéciales était déjà là avant que le chef de l'État ne s'exprime. Donc, elle était déjà là. Oui, mais c'est dit que c'est un engagement pour opérationnaliser les forces spéciales. Je veux dire que la création des forces spéciales ne fait pas partie des mesures importantes qui étaient annoncées parce qu'elles étaient déjà là. Oui, mais si elles sont là et on veut renforcer ses capacités en termes d'équipement, en termes logistique. Mais ça, c'est une mesure qu'il faut prendre en compte. Et également, vous avez assisté à la signature il y a juste 2 jours avec la Turquie d'une convention. Je ne connais pas très bien les tenants et les aboutissants, mais je pense que ça va aider à ce que nous puissions nous renforcer en ce qui concerne l'équipement de nos forces de défense et de sécurité. Il y a plein d'autres mesures dans les pipelines et je pense que très bientôt vous verrez la matérialisation en tout cas de ces mesures. Quelques exemples alors? Ben, je suis très mal placé pour en parler. Pourtant vous êtes là à votre place pour en parler. Ah ouais, mais écoutez, je pense qu'il y a des personnes plus habilitées que moi pour en parler. Bon, c'est aussi la tradition au Burkina. On a même vu un premier ministre qui a dit les plus hautes autorités de ce pays vont décider. Donc bon, chacun à son niveau de responsabilité va dire je ne suis pas à ma place. Finalement, vous ne savez pas qui est à sa place. J'ai dit qu'un premier ministre a dit les plus hautes autorités de ce pays vont décider. Ah, bon, finalement, nous on s'est demandé. Lui, il a non, mais pour ce qui est des questions de sécurité, convenez avec moi qu'il y a des personnes plus qualifiées pour en parler. Ok, justement, la sécurité était faite et ça impacte aussi certains rendez-vous, surtout ceux importants pour le monde politique, les consultations électorales. On aura celle de proximité bientôt. Donc, on s'est dit qu'on pourra. Vous allez aller battre campagne, vous allez aller devant des gens, mais pas partout au Burkina. Stratégiquement, qu'est-ce que ça fait lorsque c'est nous qui sommes au pouvoir, mais la réalité aussi du terrain a changé? La plus grande faculté d'un homme, c'est l'adaptabilité. Il faut savoir s'adapter aux situations. Et 2022 est encore loin. Peut-être que d'ici la fin de l'année, les zones jugées rouges seront plus accessibles.
tout comme ça peut être le statu quo. Et s'il en est ainsi, et je pense qu'il y a eu le renouvellement des mandats des commissaires de la CENI, et avec cette institution, il y aura des débats et on va décider de comment va se passer la campagne électorale et comment va se dérouler, en tout cas, le scrutin lui-même à proprement dit. Mais il y a aussi le découpage, un découpage administratif qui arrive à un moment donné où il y a des territoires où pour le moment il n'y a pas d'administration burkinabé. Comment est-ce que ce découpage va avoir lieu? Pour ce qui est du découpage ou du redécoupage, ça c'est des réflexions qui sont menées. Il y a un comité qui a été mis en place qui produit ces réflexions. Déjà, il y a des critères qui ont été identifiés et je pense qu'il y a des étapes et il appartiendra au gouvernement de juger de l'opportunité à un moment donné d'engager ce dossier-là de redécoupage. D'accord, on a eu le temps de faire le tour un peu des enjeux de ce congrès-là. Alors, on l'a dit, c'est un congrès qui est très attendu. Est-ce qu'il y a un thème qui a déjà été dégagé ou plus simplement, sur quel signe justement vous placez ce congrès-là? Il y a le thème du congrès qui est de poursuivre le renforcement du MPP dans un Burkina Faso de paix et réconcilié et prospère. C'est-à-dire que nous embrassons large, parce que le MPP doit sortir de ce congrès renforcé. Le MPP doit travailler à ce que le Burkina Faso redevienne un havre de paix. Et le MPP doit contribuer à ce que toutes les filles et tous les fils du Burkina Faso soient réconciliés. Et surtout, le MPP doit travailler aux côtés du pouvoir en place, c'est-à-dire aux côtés du gouvernement, pour que les chantiers contenus dans le programme du président puissent être déroulés afin que la prospérité de notre pays soit affirmée. D'accord. Nous sommes à 4 minutes de la fin de cette émission. Chaque jour aura 2 minutes pour donner son avis sur ce qu'on a entendu en termes de réponse et de plaidoirie de notre convoqué du jour. On commence avec vous, juge Bougman. Personnellement, j'attendais mieux en termes d'intervention pour, comme on appelle ça, nous éclairer la lanterne. C'est sur insistance. Voilà que j'ai su qu'il y a un haut conseil qui va être créé, il y a un comité d'éthique qui va être créé, et puis il y a un BPN qui va être revu. Bon voilà, là on l'a obtenu au forceps, alors que ce sont des éléments qui sont important de mon point de vue. C'est le parti au pouvoir, c'est le parti qui gère actuellement le pouvoir d'État. Selon M. Dipama, vous voulez les conclusions du congrès avant le congrès? Non, je voulais les propositions, je veux les propositions qui seront sur la table du congrès. D'accord. Maintenant, les congressistes étant souverains, ils peuvent valider ou ne pas valider. Voilà, j'ai dit ça parce que c'est vrai qu'il dit qu'il n'y a pas de secrétaire général, mais les conditions de la création du secrétariat exécutif, c'était pas sans bruit. Il y a beaucoup de bruit qui ont fait que finalement ils ont créé ce secrétariat exécutif. Mais dans un parti, vous avez un président avec un secrétaire exécutif. Convenez que effectivement à un moment donné, ça fait doublon, même s'il dit que l'autre s'occupe des charges administratives. Mais les conditions n'étaient pas aussi ça. Donc maintenant, bon, c'est aussi comment on appelle ça, quelqu'un qui a beaucoup appris avec ce dont il parle parce qu'il a travaillé à leur côté, donc qui a appris aussi avec le langage politique, quoi. Donc bon, finalement, en tout cas j'attendais mieux par rapport au congrès, mais bon, l'impossible n'est tenu. Donc c'est un congrès aussi qui s'annonce dans un contexte sécuritaire et sanitaire. Bon, on attendra la fin aussi pour voir, même si sur les grands enjeux par rapport au portrait robot de celui de 2025, par rapport aux querelles internes de positionnement dont il minimise, alors qu'actuellement sous les chapelles, c'est une guerre de tranchées entre barons par rapport à 2025, et parfois ça empoisonne aussi la vie de la République. Mais bon, en tout cas, je m'attendais mieux de convoquer du jour. D'accord. Juge Va. Oui, je rejoins juge Bougma pour dire que notre convoqué du jour nous a beaucoup parlé, mais a été très prudent de ne pas tout nous dire. Mais bon, on comprend aussi. Et on attendra peut-être le congrès pour avoir tout ce qu'il y aura dedans. Mais je comprends aussi, hein, vous savez, je pense qu'il y a un an et demi seulement, il y a eu un autre congrès. Maintenant, c'était avec les consultations, ce qu'on devrait avoir. Vous savez, on ne fait pas de jeu de chaises musicales, ça fait beaucoup de bruit. Hein. Juste avant des consultations, ça peut avoir des effets. Et puis, rappelons-nous que si aujourd'hui même ils sont au pouvoir, n'oubliez pas qu'il y avait eu dans le jeu de chaises musicales en 2012, c'était au CDP. Et après, il y a des gens qui se sont sentis écartés
Aujourd'hui, voilà ce que ça donne. Donc, changement pour changement, tout le monde sait ce que ça peut donner aussi. Bon, peut-être c'est toute cette prudence-là qui fait qu'aujourd'hui, on attendra de voir. Mais moi, il y a un petit point, peut-être, c'est que Bernard Aculé, notre convoqué, suit ses ambitions. Et je pense que M. Simon Comparé était ici, nous a dit, lui, il est fatigué. Il est parti. Il veut que des gens viennent des jeunes. On a quelqu'un aussi qui ne nous dit pas, bon, nous on veut. Et souvent en politique aussi, c'est ça la réalité. Et ça, c'est comme ça qu'on fait sous nos cieux. C'est avec tout le respect pour les aînés et puis on les accompagne. C'est un peu ça aussi. Merci, messieurs les juges. Merci également à monsieur Bruno Dipama. Je rappelle que vous êtes membre du bureau politique national du MPP. Avec vous, nous avons parlé du congrès qui s'annonce les 24, 25 et 26 septembre prochains. On a parlé des enjeux, de ce que vous attendez. En tout cas, merci d'être passé sur ce plateau-là. Merci aussi également à vous, monsieur les juges, pour les clés de lecture. Nous bouclons ici une semaine de convocation et de jugement. On se retrouve lundi pour la même mission, poser un regard critique sur l'actualité. Mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders, Truth TV et Watt FM.